soit là. Pendant ce temps, eh bien, moi, je vais faire l'introduction et je laisserai la main écologique. Donc, tout d'abord, au nom du CUM et de son conseil d'administration, je vous souhaite à tous une belle et heureuse année. On est encore dans les temps. Que 2023 soit synonyme de bonheur, joie familiale et succès professionnel aussi. Comme vous le savez, le CUM s'est choisi pour fil conducteur le numérique responsable. Notre dernier webinaire retour d'expérience qu'on a fait en novembre 2022, qui s'était intitulé Vers le chemin du numérique responsable à l'Université d'Angers, a d'ailleurs suscité un grand intérêt de votre part, puisque nous étions 55 à suivre ce séminaire. Alors peut-être, d'ailleurs, si vous êtes là, souhaitez-vous vous engager davantage sur le chemin du numérique responsable? Nous suivons toujours notre fil directeur qui est notre fil rouge, qui est même très vert, et nous vous proposons ce webinaire co-organisé avec la cellule nationale logicielle et réalisé par l'éco-organisme écologique. Le thème, c'est que se cache-t-il derrière la magie du numérique, de l'extraction jusqu'à la fin de vie. Je tiens à remercier Thierry Auger, qui est le secrétaire du CUM et qui est chargé de mission à la transition écologique et numérique de l'Université d'Angers, qui a particulièrement œuvré pour ce webinaire avec Écologique. Et je tiens à remercier Romuald Ribaud, le directeur marketing responsable et engagé d'Écologique, et Karine Beradi, responsable grand compte écologique, d'accepter de co-présenter ce webinaire. Alors, afin qu'un maximum de personnes puissent participer, Écologique a accepté de présenter ce webinaire sur 2 séances, sur 2 dates, donc aujourd'hui, et la prochaine aura lieu le vendredi 3 février de 11h à 12h. Donc, je vous remercie de votre présence et je laisse la main à Romuald Ribaud. Merci beaucoup. À mon tour, je souhaite tous mes meilleurs vœux à tous les participants que je remercie pour leur présence. Je vais partager mon écran et pouvoir, voilà, donc normalement vous devez voir mon écran. Juste me dire si c'est OK pour vous? C'est bon. Super. Donc voilà, j'ai à peu près 45 minutes, hein, c'est ce qu'on s'était dit. Et puis, bien entendu, on laissera le temps au jeu des questions. Néanmoins, moi j'aime bien aussi l'interaction, donc faut surtout pas hésiter, s'il y a quelqu'un qui peut relever les questions dans la conversation ou voilà, on faut pas hésiter à m'interrompre, je déroule, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, sur des points précis, au fur et à mesure. J'aime bien cet exercice. Donc, en introduction, l'idée c'était de dire voilà, qu'est-ce qui se cache derrière la magie du numérique et c'est vrai que malheureusement le numérique, ça n'est pas magique. Pour le démontrer, on va aborder 8 points principaux. Le premier concerne cette petite introduction. Ensuite, on va voir comment on modélise un service numérique. De cette modélisation, on peut en comprendre les impacts. Ensuite, un petit focus sur cette phase d'extraction et sur ce mythe de la mine propre. On abordera ensuite les enjeux de la REP, donc la REP étant la responsabilité élargie des producteurs, ce mécanisme qui fait que le fabricant devient responsable d'une bonne partie de tout le cycle de vie, si ce n'est tout le cycle de vie. De ce mécanisme, la législation qui en découle et donc les obligations des différentes parties prenantes, afin de vous permettre à vous de voir où vous vous situez et quels sont les droits et les devoirs de chacun. Un petit focus sur la fin d'usage et la fin de vie, ces deux expressions et deux concepts qui se complètent, qui ne s'opposent pas, donc d'où l'intérêt de ce focus. Et puis enfin, comment passer à l'action, donc les petites solutions concrètes que propose Écologique. Et en dernier point, le point d'orgue si je puis dire, j'ai vu que Monsieur Bonin était présent dans la salle, donc c'est avec grand plaisir que je fais ce retour d'expérience et je l'inviterai à faire son propre retour d'expérience parce que c'est grâce à lui qu'on a pu mettre en place un dispositif très innovant au sein de l'Université de Nantes. Et Voilà, dans les pour le sommaire. remerciements, Romuald, je me permets juste de te couper 30 secondes. Moi, je tiens particulièrement quand même à remercier l'équipe CUM
qui est à l'origine de ce webinaire et de la possibilité pour nous, je remets la caméra, Écologique France, de pouvoir en un webinaire vous présenter la solution à tous, parce que jusqu'à présent, on faisait un petit peu du porte-à-porte et les uns les autres pour essayer de vous présenter nos solutions. Donc, on aura en plus l'honneur d'avoir un grand témoin qui est Monsieur Bonin. Et puis, je pense qu'il y en a d'autres aussi dans l'Assemblée, mais qui se manifesteront peut-être au fil des échanges. Je te redonne la main, Romuald. Merci, Karine. Donc oui, en préambule, ce fameux concept, le numérique n'est pas magique, mais néanmoins, c'est vrai que le numérique, ça ressemble beaucoup à la magie. Ça ressemble à la magie en ce sens que derrière la dextérité d'un magicien, ce côté magique, souvent se cache un grand soutien matériel. Et ce soutien matériel, il faut le fabriquer, il faut l'utiliser, il faut lui donner une fin de vie. Et c'est finalement là que se cachent les impacts. Donc j'aime bien attaquer comme ça. C'est pas magique, mais c'est de la magie. Alors, à quoi correspond un service numérique? Au final, un service numérique, c'est un échange de données à travers toute une série de matériel. Et bon, je pense que tout le monde dans cette salle a eu l'occasion un jour d'acheter un repas en ligne. Et on a cette modélisation du service d'achat d'un repas en ligne qui a été proposé dans le cadre du PCR des services numériques, donc qui est le référentiel officiel proposé par l'ADEME pour permettre la mesure des impacts environnementaux multicritères d'un service numérique. Donc, elle a modélisé un service et c'est ce que je vais vous proposer. Alors, en effet, quand on achète un repas en ligne, ça a l'air de la magie. On fait 3-4 clics et on se retrouve quelques minutes plus tard avec un repas sur son bureau ou à la maison. Mais en fait, c'est quand même de nombreux échanges qui vont avoir lieu. Donc, dans un premier temps, on utilise un terminal, un smartphone, un ordinateur pour pouvoir aller consulter un site avec son catalogue de repas. Ensuite, une fois qu'on aura sélectionné son repas, on va envoyer cette commande via un réseau, soit fixe, soit mobile, en fonction du terminal qu'on va utiliser, donc vers un data center. Ce data center qui héberge le service du catalogue et du passage de commande en ligne va recevoir, traiter cette information, va lui-même le renvoyer vers les terminaux du fournisseur, du restaurateur, qui lui attend qu'on lui passe des commandes. Ensuite, celui-ci va confirmer qu'il est en capacité de répondre à cette commande. À partir de là, on va ouvrir une interface de paiement. Donc là, on va passer vers un autre prestataire qui est un prestataire bancaire qui va donc ouvrir cette plateforme. Ensuite, il va renvoyer l'information comme quoi le paiement a bien eu lieu, confirmer au fournisseur que il peut libérer le repas. Le repas, il va confirmer à l'utilisateur que... alors là, j'ai un bruit dans les oreilles, je ne sais pas si c'est votre cas. Voilà. Donc, il va confirmer à l'utilisateur que le repas est bien pris en charge avec toutes les données de livraison. Et puis, le livreur, une fois chez nous, au cas où ça nous aurait échappé, qu'on a un sac sur la table, il va nous confirmer qu'il nous a bien livrer le colis. Et enfin, toutes ces informations vont arriver sur l'interface du client. Et puis, tout ce système, évidemment, ça se maintient, ça se supporte. Et donc, vous voyez que derrière cette magie de commander un repas en ligne se cache énormément d'échanges de données. Et finalement, ça transite par une chaîne matérielle très concrète. En termes d'usage internet, voilà, ce qui se passe, vous voyez en écran, en 60 secondes, c'est tout ce qui se passe sur internet. Donc on imagine la modélisation du service unique de l'achat d'un repas et on imagine que tous ces usages sont multipliés, démultipliés au niveau de l'internet. Au final, en une heure, c'est 8 à 10 milliards d'emails qui sont échangés et dont on dit que la distance moyenne est de 15 000 km parce que tout ça transite sur des serveurs, des backbones, des câbles, et tout ça, c'est une dimension mondiale. Donc, quand on regarde cette dimension mondiale,
eh bien, pour faire passer tous ces échanges de données entre à peu près 4 milliards d'êtres humains qui sont aujourd'hui connectés à Internet. Il y a environ 34 milliards d'équipements qui sont utilisés pour ces services et qui vont utiliser des milliards d'équipements actifs de réseau et des centaines de milliers de kilomètres de câbles. Et tout ça pour se connecter à des millions, des dizaines de millions de serveurs. Alors, ce qui est quand même intéressant derrière ces millions, ces milliards que je suis en train de vous citer, c'est quand même de voir les différents coefficients. On a des dizaines de millions de serveurs et des dizaines de milliards d'équipements. Donc il y a quand même un rapport x 1000 entre les deux. Et c'est bien pour ça qu'au global, on le sait tous, c'est vraiment l'impact le plus fort, c'est la fabrication des équipements dits terminaux. Il y a vraiment un effet de masse. Mais bon, on peut imaginer finalement donc à cette échelle mondiale que tout ça c'est bien concret, c'est bien matériel. Tous ces câbles qui traversent nos océans, nos continents, c'est des biens manufacturés. Et ces biens manufacturés, faut les fabriquer, faut les entretenir, faut leur donner une fin de vie. Et c'est là que vont se dessiner tous les impacts, ces fameux impacts du numérique. Et ces impacts, ils ne se limitent pas simplement à l'énergie ou aux gaz à effet de serre. Alors, dans un premier temps, sur les gaz à effet de serre, on dit que c'est à peu près 3,8 millions des émissions mondiales de gaz à effet de serre que représente le numérique. Et on entend beaucoup de chiffres que c'est autant que l'aviation civile. Donc, c'est une façon de concrétiser cet impact environnemental qu'on voit beaucoup plus à travers le secteur de l'aviation que le numérique. Mais en termes d'usage, il faut quand même... là, on a 4 milliards, soit à peu près plus de la moitié des êtres humains qui utilisent Internet, alors qu'au niveau mondial, on n'a qu'une dizaine, 12-13% d'êtres humains qui utilisent les avions. Donc, il faut aussi relativiser toutes ces comparaisons, mais c'est simplement l'idée de montrer, on imagine bien la pollution d'un avion, beaucoup moins évidemment celle du numérique. Sur la partie consommation, on est de l'ordre de 5,6% de la consommation d'électricité. Et un point important, c'est la consommation d'eau, donc qui est estimée à 0,2%, ce qui a l'air peu en pourcentage. Néanmoins, quand on transforme ça en pack d'eau de 9 litres, c'est 242 milliards de packs d'eau qu'on utilise principalement pour la phase de fabrication et d'extraction pour la fabrication des équipements. Comme je vous disais, ça ne se limite pas à l'énergie au gaz à effet de serre. Il y a deux autres quand même gros impacts. C'est les millions de tonnes de déchets qui sont produits chaque année au niveau mondial. Et encore une fois, à relativiser avec les 2,1 millions de tonnes d'équipements qui sont mis sur le marché en France chaque année. Donc les 75 millions de tonnes de déchets au niveau mondial, c'est pas les nôtres, hein. Principalement, c'est quand même important de remettre en contexte la filière agré française, qui est quand même une filière considérée comme excellente. Pourquoi excellente? Parce que elle est cadrée par une directive européenne qui est la plus contraignante au niveau mondial. Et à l'intérieur de cette Europe, il y a eu un benchmark qui a été fait par l'OCDE et la France a été citée 17 fois dans ses bonnes pratiques. Donc, c'est pour ça que j'ose dire que notre filière agré française est quand même une filière très avancée dans la gestion de ces déchets. Bon, néanmoins, ce qui est important, c'est de voir que nous, c'est 2 millions de tonnes d'équipements mis sur le marché au regard des 50 millions de déchets. Et sur ces 2 millions de tonnes, on va aujourd'hui collecter environ 855 000 tonnes à travers la filière. Donc les efforts, il faut qu'on continue. Il y a des équipements qui échappent à la filière. Dans ceux qui nous échappent, il y en a quand même qui sont bien traités, d'autres qui sont moyennement traités et d'autres qui sont vraiment très mal traités. Donc évidemment, c'est l'affaire de tous de bien gérer ces déchets et d'être curieux, de poser les questions, de bien comprendre ses responsabilités. C'est un petit peu l'objet de cette présentation.
Enfin, dernier point, en termes d'impact, l'impact sur les ressources, l'épuisement des ressources. Il y a cet indice MIPS qui permet de mesurer l'intensité en ressources d'un produit fini, un produit manufacturé. C'est-à-dire que quand vous voyez 54 pour 1 pour une voiture, ça veut dire que pour faire 1 tonne de voiture, je vais avoir besoin de 54 tonnes de ressources. Un ordinateur, c'est 100. Une carte électronique, c'est 16 000. Ça veut dire que pour faire 1 gramme de puce électronique, je vais avoir besoin de 16 kilos de ressources. Et c'est énorme, et c'est vraiment un point important, c'est de se rendre compte qu'en vrai, quand plus un produit manufacturé est petit, plus en fait, on aura eu besoin de ressources. Et c'est bien cette partie immergée de l'iceberg qu'on ne voit pas et sur laquelle on doit avoir une conscience. Voilà. Derrière chaque petit produit électronique se cache souvent une énorme quantité de ressources pour avoir pu le fabriquer. On dit que si Internet était un pays, aujourd'hui en termes d'impact, il représenterait 3 fois la France. Donc on a bien des impacts sur le climat à travers nos émissions de gaz à effet de serre, la déforestation, etc. On a des impacts sur la biodiversité, de fait de pollution de sol, de l'air, de l'eau, l'eutrophisation des milieux aquatiques, voilà, le changement d'espèces. Et enfin, on a un impact sur les ressources qu'elles soient minerais, qu'elles soient énergie, pétrole ou bien eau. Je partagerai la slide, d'ailleurs, tous ces chiffres sont sourcés et c'est donc bien volontiers que cette slide vous sera transmise à la fin de notre présentation. Alors, où se situent ces impacts? De fait, l'extraction est le moment où il y a le plus d'impact. Alors, j'ai pris cette photo sur le site d'Eco-Info, je pense que c'est une bonne source, pour bien comprendre que ben voilà, voilà ce que c'est une mine. Une mine, avant tout, c'est un lieu souvent très caché où on va quand même déplacer des grosses machines qui ne se déplacent pas à l'énergie électrique, hein, qui sont des bons gros systèmes diesel. Et donc, bah, toute cette partie-là aussi fait partie de l'impact. C'est-à-dire que quand on fait une analyse du cycle de vie, on va bien prendre en compte aussi tous les équipements qui ont permis d'extraire et donc de faire des grands trous sur des sites pour aller chercher des toutes petites morceaux de matière finalement, avec des conséquences diverses et variées qu'on imagine et que j'ai pas besoin de vous détailler. Sur ce schéma, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit donc sur la partie gauche la fin de l'exploitation d'une mine. On voit que donc on a la tour Eiffel là sur la gauche pour voir un petit peu l'effet d'échelle, et la boule au milieu de cuivre, c'est la totale, c'est une modélisation, c'est la totalité du cuivre qui a été capté dans cet énorme trou. Et sur la partie droite, on voit le petit point blanc, ça représente cette petite boule de cuivre qu'on a été chercher. Et tout autour, c'est toute l'infrastructure qui a été nécessaire pour transformer ces minerais en l'occurrence en cathode de cuivre. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que extraire des matières, c'est d'abord un minerai qui est très peu concentré dans dans l'exploitation de la roche qu'on va faire. Ensuite, par différents procédés, on va en faire un concentré. Et puis ensuite, ce concentré par des opérations d'extraction chimique ou de métallurgie, on va être amené à faire vraiment quelque chose de concentré. Et enfin, on va affiner et on va aboutir à cette cathode de cuivre qui fait, là pour le coup, qui est concentrée à 99,99%. Donc, et tout ça, ça se passe en grande partie sur le site lui-même, d'où les impacts. Donc ça, c'est pendant l'extraction. Donc on voit bien, on comprend pourquoi la valise écologique d'un équipement est plombée dès le départ. C'est toutes ces phases qui sont faites pendant l'extraction. Puis après, il y a aussi la fin de l'exploitation. C'est-à-dire que là, donc sur ce schéma, on voit la fin, une mine qui a été arrêtée d'exploiter en 2001. Et on voit 13 ans plus tard,
ce que ça devient évidemment depuis la repluie. Et là, c'est de la pluie qui est très chargée, qui est très toxique. Enfin, c'est pas la pluie, c'est ce mélange au-dessous. Et puis ça va traverser la nappe phréatique et retourner dans nos océans et bien entendu causer la mort des poissons qui seront aux alentours. Donc on voit bien que voilà, c'est pendant et c'est même après en fait les impacts sur l'environnement. Il faut vraiment avoir conscience de cet impact dès l'extraction. Et pour illustrer cet impact autour de tout cycle de vie, on prend l'exemple là, alors là c'est sur la dimension carbone, mais ça vaut pour une bonne partie, si ce n'est tout, les critères, les critères environnementaux qu'on peut sélectionner. C'est qu'on voit bien, voilà, comme je vous disais, la valise écologique, c'est dès le départ, bim, on se prend vraiment tous les impacts, et d'où finalement la bonne pratique en termes de numérique responsable la plus importante, c'est bien l'allongement, la durée de vie des équipements. Vu que le mal est fait dès le départ, plus on va allonger la durée de vie d'un équipement, moins on va avoir un impact fort vu qu'il va être dilué. Si j'augmente de 2 ma durée d'utilisation d'un smartphone ou d'un ordinateur au sein de mon organisation, j'aurai réduit de 2 mon impact. Romuald, je me permets, il y a Oui. quelques questions sur Ah oui, le ouais, chat. que je regarde pas, oui, avec plaisir. Non, mais je lis telle quelle la question. Bonjour, au-delà de la collecte des déchets où la France est bien notée, que deviennent les déchets? Quelle part est enterrée ou envoyée en Asie ou en Afrique? Alors, c'est peut-être dans la suite de ta présentation, mais voilà, déjà Non, mais première question. je vais pas parce que pour moi, je pensais que le sujet était clos, donc je vais en parler. À partir du moment où c'est confié à la filière agréée, il y a 0% qui sort de nos frontières. C'est dire ça, C'est ce que j'ai mis dans le chat. Voilà, ça c'est des mythes. Alors maintenant, je vais préciser ce que je dis. 99,9% des opérations de collecte, de traitement de recyclage sont réalisées sur le territoire national. Donc, confier ces équipements à la filière agréée, c'est cette garantie. Le 0,1% qui reste, c'est sur des problématiques transfrontalières. C'est-à-dire dans certaines régions, on ne va pas faire des centaines de kilomètres, alors que juste derrière la frontière, il y a un site de traitement qui est conforme à des contraintes européennes. C'est le cas du froid dans le sud-ouest, par exemple, qu'on va aller envoyer en Espagne, ou peut-être d'autres équipements qui sont dans notre Grand Est, qui vont aller en Allemagne. Ça représente 0,1%, et c'est pas du tout une logique de se débarrasser, c'est une logique d'efficience opérationnelle et logistique. Donc ça, c'est le premier point. Toutes les opérations, donc il n'y a rien qui part en dehors de nos frontières. Ce qui part en dehors de nos frontières, ce qu'on voit dans le reportage, c'est pas des déchets. La convention de Bâle qu'on a signée, la France était parmi les premiers signataires, la convention de Bâle interdit l'export de ces déchets dangereux, les déchets électriques et électroniques étant considérés comme des déchets dangereux. Donc s'ils partent, et c'est une réalité, ils partent sous couvert d'un autre statut que celui du déchet. Et donc c'est bien pour ça que, et j'y reviendrai tout à l'heure sur la fin d'usage et la fin de vie, il est possible de faire des opérations de réemploi et donc de exporter des biens d'occasion. C'est un très beau geste quand ça a une vraie destination finale d'usage de l'équipement. C'est plutôt un mauvais geste quand, au final, la destination finale, c'est un mauvais traitement. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors non, l'autre question, c'était combien partent à l'enfouissement. C'est très difficile d'avoir un chiffre global parce que entre l'informatique, les frigos, les télés et d'autres types d'équipements, vu que le déchet électrique concerne tout ce qui dispose d'une prise électrique ou d'une pile ou d'un accumulateur, c'est très difficile d'avoir un chiffre global. Mais en gros, sur l'IT, vu que c'est quand même le sujet de cette conférence, on est autour de 85% de valorisation. Et alors là, pour pas spoiler ma slide de tout à l'heure, je vous expliquerai dans le détail ce que ça veut dire ces 85%. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non, c'est bon, merci. Bon, de toute façon, vous continuez à m'interrompre. Hein. Alors, hop. Si je peux, je réponds dans le chat quand j'ai la connaissance. Alors, à l'écran, donc pendant que je discutais, c'était ça aussi, c'est
c'est une petite infographie que je trouve assez intéressante qui est sourcée de sources de l'ADEME et qui a été faite par Hack for Us, où on voit toutes cette fameuse valise écologique et le besoin en ressources pour fabriquer ces 2 kilos d'ordinateurs. Et on voit bien qu'il y a une partie, là, il n'y a pas vraiment l'effet d'échelle d'ailleurs, mais on voit bien que pour 2 kilos, on a besoin de 800 kilos de matière, donc c'est quand même important. Alors, j'enchaîne avec, une fois qu'on a compris que finalement, l'extraction était vraiment la phase la plus impactante au niveau environnemental, et je pourrais même dire au niveau social, hein, parce que les conditions de travail sur ces sites sont, je pense pas les meilleures de toute cette chaîne. On va parler un petit peu du cycle produit et du fameux cycle du vie et cycle matière. Donc là, à l'écran, on voit bien, donc d'abord, on a une phase de conception, de fabrication. Ensuite, le fabricant va mettre son équipement sur le marché. L'équipement est distribué. Il est utilisé par un détenteur qui peut le réparer, donc allonger cette durée, sa propre donnée d'usage. Et puis arrive un moment donné où il est en fin d'usage. Il peut faire du réemploi. Donc là, il y a souvent un changement de main. Donc on repart en arrière, mais on n'a toujours pas franchi ce cap du déchet. On est dans un allongement de durée d'usage. Donc tout ça, c'est des opérations en vert qui sur le schéma, qui sont des actions de prévention du déchet. On évite le déchet. Et ensuite, le déchet, il va être collecté, traité, puis recyclé. Et donc au final, on a bien ce cycle matière qui passe de la ressource initiale, donc soit elle est extraite, c'est la matière vierge, soit finalement elle revient d'un cycle de recyclage, elle va être utilisée, fabriquée, conçue, ça va donner un équipement, et cet équipement il va être utilisé en fin d'usage, en fin de vie, il va devenir un déchet. Donc voilà, là ça permet de vraiment mettre en perspective la matière, c'est le bleu, et le produit, les différentes étapes du produit. C'est ça l'ensemble du cycle de vie qu'il faut appréhender pour mesurer les impacts du numérique, donc s'agissant des équipements numériques. Autour de ce cas de cycle de vie, c'est quoi ce dispositif de la responsabilité élargie des producteurs? Donc c'est un mécanisme économique qui a été inventé par un économiste qui s'appelle Sullyquist. Et l'objet, donc voilà, sur la droite, vous avez la petite, la petite raison d'être de ce mécanisme. C'est finalement de se dire, voilà, si je veux vraiment optimiser tout ce cercle, tout ce cycle de vie, le responsable, ça doit être le metteur sur le marché. C'est lui qui peut éco-concevoir, c'est lui qui peut organiser finalement tout le retour de ces équipements, c'est lui qui peut faire vivre ce cercle. Et donc, c'est autour de ce mécanisme de la REP que a découlé tout un tas de législations que je vais vous détailler. Le principe global, c'est bien d'éviter les pollutions, c'est ça qu'on a vu, et de préserver nos ressources, donc faire tourner ce cercle, faire en sorte que le fameux cradle to cradle, de revenir au berceau. Alors, je vois que l'heure tourne, donc je accélère un petit peu sur donc, la définition, bien comprendre un déchet. Le déchet se caractérise par l'intention ou le fait ou même l'obligation de se défaire. Le déchet, c'est un acte d'abandon. Donc, c'est quand vous faites une vente d'un bien d'occasion, vous ne générez pas un déchet. Par contre, quand vous souhaitez vous défaire, eh ben, vous abandonnez cet équipement, et c'est à ce moment-là qu'il devient un déchet, et donc c'est à ce moment-là qu'il y a une législation dédiée aux déchets. Donc les D3E, c'est les déchets des EEE, des équipements électriques électroniques. Toutes les définitions que je vous donne, je vous ai mis en référence les articles du Code de l'environnement. Depuis le 15 août 2018, ce qui n'était pas le cas avant, en fait, tout est D3E, sauf ce qui est dans une liste. Avant, c'était l'inverse, c'est le principe de l'open scope. Avant, il fallait que les équipements soient dans une liste pour qu'ils soient considérés comme. Depuis, vraiment, c'est s'ils ne sont pas cités comme n'étant pas, comme étant exclus, c'est qu'ils en sont.
Donc en gros, au sein d'une organisation, c'est un petit peu ce schéma, c'est de l'IT, c'est l'électroménager, c'est du chauffage climatisation, c'est des équipements de nettoyage, d'équipements de sportifs, des équipements de chauffage, des équipements de cuisine. Vous voyez, il y en a beaucoup en fait au sein de nos organisations. L'intérêt d'un éco-organisme, c'est que lui, il collecte tous les déchets électriques et électroniques. Là, on a un sujet sur le numérique, mais on en profite pour tout ramasser, ce qui est souvent pratique pour nos clients. Voilà, en termes de famille, ça ressemble à ça, mais je ne vais pas aller dans le détail. Et donc, de ce mécanisme de la responsabilité élargie des producteurs et de cette directive des 3E naissent des obligations pour chaque partie prenante. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de toutes les parties prenantes, mais vous aurez les slides. En tout cas, ces obligations concernent dans un premier temps le metteur sur le marché, le fabricant ou le producteur. Il doit marquer, il doit éco-concevoir, il doit organiser la collecte en fin de vie, etc. Ensuite, il y a l'obligation du détenteur. Donc, le détenteur, c'est vous, c'est l'utilisateur. Donc là, il y a vraiment 3 articles importants dans la réglementation. C'est le premier, le L541-2, qui dit que vous êtes responsable de votre production de déchets. Vous êtes producteur de déchets, pas d'équipement, vous êtes producteur de déchets. Et votre responsabilité court jusqu'à l'élimination ou la valorisation finale. C'est-à-dire que si vous confiez à un opérateur privé vos déchets, votre responsabilité, elle court. Si lui, il a des sous-traitants, et sous-traitants des sous-traitants, etc., votre responsabilité court tout le long. Par exception à ce principe, l'article L541-10 prévoit que si vous confiez vos déchets à un éco-organisme qui lui intervient finalement au titre des metteurs sur le marché, qui eux sont les responsables d'une REP, c'est lui qui va prendre la responsabilité dès la collecte. C'est-à-dire que c'est la fin de votre responsabilité. Même s'il y a des sous-traitants, des opérateurs, etc., c'est plus votre responsabilité. Donc c'est quand même un confort absolu. En plus d'avoir des solutions financées par l'éco-contribution, le fait de confier un éco-organisme vous met fin à votre responsabilité. Et l'article sur la droite R 541-45 vient adapter, donc là on est dans la partie pratique, vous êtes au fait que vous devez avoir un bordereau de suivi de déchets pour gérer vos déchets. Dans le cas où vous le confiez à un éco-organisme, vous n'avez pas besoin d'émettre un bordereau. C'est l'éco-organisme qui devient détenteur des déchets et qui lui va émettre le bordereau. Donc ça aussi c'est confort de se délester de cette charge administrative. Pareil, là j'ai mis, donc c'est moins dans la REP, mais c'est pour mémo pour vous, les autres obligations autour du déchet d'un détenteur, et notamment le décret 5 flux qui vous oblige à mettre en place de la collecte séparée en fonction du volume de déchets que vous avez au sein de votre organisation, et le fait de tenir un registre de déchets, c'est-à-dire lister et mesurer sa production annuelle de déchets. Dans cette chaîne, dans tout ce cycle de vie, les distributeurs ont aussi leurs obligations. Les distributeurs, c'est vos fournisseurs d'équipements. Ils ont l'obligation de vous facturer l'éco-contribution qui va être versée, bien entendu, mais surtout de vous informer et de vous proposer des solutions de reprise. Enfin, les dernières grosses parties prenantes d'une REP, c'est les gestionnaires de déchets ou les opérateurs de traitement. Les gestionnaires de déchets, ça va être un opérateur de collecte, transit, regroupement ou de traitement, mais il n'est pas il n'est pas opérateur de traitement au sens ICPE du terme. Donc il y a bien une différence entre l'acteur qui va être capable de collecter des déchets, les massifier et les redistribuer vers un opérateur de traitement et un opérateur de traitement lui-même. Quel que soit son statut, cet acteur doit être en contrat avec un éco-organisme. Donc ça, c'est quand même un dispositif législatif qui vous permet de vérifier le crédit de votre prestataire. S'il n'a pas de contrat avec un éco-organisme, c'est que c'est flou, hein. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Il suffit que l'opérateur ou gestionnaire de déchets en fasse la demande, on vérifie que les processus sont bien en place, et à partir de là, il a son contrat. Donc le fait de ne pas en avoir, c'est plutôt inquiétant. C'est tellement facile de l'avoir que
qu'il n'y a aucune raison de ne pas l'avoir. Donc voilà, j'ai fait les différentes obligations, droits et devoirs de chacun. Et je reviens, comme je vous l'avais promis, sur cette notion de fin d'usage et fin de vie. Il y a 3 états de la vie d'un produit. Il y a l'équipement neuf. C'est très facile, hein, on sait, c'est des beaux produits bien emballés, tout neufs qui brillent. Ces équipements, on va les traiter à l'unité. On va acheter tant de PC. Pareil, quand il y a un changement de main, on va parler d'équipements d'occasion. C'est encore des produits à peu près emballés, qui brillent un peu moins, mais voilà, c'est géré de façon unitaire et on va les suivre aussi à l'unité. On va dire, je vais réemployer tant de PC. Dès l'instant qu'on fait cet acte d'abandon et donc on passe au statut de déchet, là, vous voyez sur l'image, on n'est plus à l'unité, c'est des tas. Et ces tas, on les suit au kilo. C'est ça l'indicateur de suivi. Un déchet, il y a un principe de hiérarchie des modes de traitement. On va dans un premier temps, et ça va répondre à la question de tout à l'heure, dans un premier temps, on va avoir une phase de valorisation matière. Alors, valorisation matière, il y a 3 sous-étapes. La préparation à la réutilisation, c'est qu'on va récupérer dans la mesure du possible un équipement dans son intégralité pour lui donner une nouvelle vie, fameuse réutilisation. Si ce n'est pas possible, on va faire du recyclage. Le recyclage étant le fait de transformer un déchet en matière. Je reviendrai sur les taux juste après. Si ce n'est pas possible, on va utiliser ces déchets pour faire de la substitution, du remblayage par exemple. Si ce n'est pas possible, on va brûler ces déchets et en récupérer l'énergie. Et enfin, si ce n'est pas possible, on va soit brûler sans récupérer l'énergie, soit enfouir les déchets dans des centres d'enfouissement technique. Hein, c'est pas au bout du champ, c'est dans des centres d'enfouissement qui sont habilités pour et qui garantissent toutes les conditions de préservation de l'écosystème. Mais on va voir que c'est qu'une infime partie. Et cette partie-là, c'est pas la matière, c'est du polluant. Donc, où l'enjeu n'est pas de préserver la ressource. L'enjeu est bien d'éviter une pollution. Donc, et c'est pour ça qu'on va pouvoir garantir leur élimination. Tout ce que je viens de vous dire est strictement défini mot pour mot dans le Code de l'environnement à l'article L541-1-1. Le réemploi, la réutilisation, la valorisation. On est sur un secteur où chaque opérateur, chaque partie prenante a sa propre terminologie, malgré que tout ça soit bien défini. Donc moi, tout ce que je vous ai présenté, c'est sur la base des définitions que vous voyez à l'écran. Et donc le recyclage, c'est le fait de transformer des déchets en matière. Ça veut dire que un taux de recyclage, c'est sur 100 kg de déchets, combien de matière j'ai récupéré en kilos. Si je suis sur un taux de recyclage de 75%, ça veut dire que sur 100 kg de déchets en input, je vais avoir 75 kg en output. Donc là, je vous ai mis justement un schéma qui voit bien la problématique des organisations. On a une fin d'usage. Le premier geste à faire, c'est l'allongement de la durée de vie. Donc, je vais faire des dons, vendre à un broker. Je vais permettre de garantir l'intégrité de l'équipement dans son usage fonctionnel. Mais, comme je le dis souvent, même si on allonge la durée de vie, on essaie de mieux en mieux le faire, on va tous mourir et nos équipements aussi. Donc, on va arriver à un moment donné à une fin de vie. Et cette fin de vie, ça va donner un déchet. Et ce déchet, il faudra le traiter. Donc, je vous ai expliqué le taux de recyclage qui est la transformation d'un déchet en matière. Vous avez le taux de valorisation qui va intégrer le taux de recyclage et la partie de valorisation énergétique. Donc, le taux de valorisation inclut le taux de recyclage. Au final, le taux de valorisation, donc est de l'ordre sur l'IT d'environ 85%, ça veut dire que 15% partent à l'élimination. Et ça répond à la question de tout à l'heure. Sur 100 kg de déchets électriques et électroniques produits en France, il y aura environ 75 kg de matière recyclée, 10 kg de matière qui vont être brûlées, mais on va récupérer l'énergie. Et enfin,
15 kilos qui vont partir à l'enfouissement, s'agissant la plupart du temps de polluants. Donc ces définitions du code de l'environnement, ce schéma, permettent de bien appréhender les chiffres qui sont proposés au sein de l'ADEME dans les différents rapports et qui souvent sont pas forcément bien perçus, compris, analysés. Donc j'en ai fini sur le sujet qui était le numérique, c'est pas magique. Ce petit focus sur les droits et devoirs de chacun et enfin la grande importance dans ce cycle de vie de bien traiter ces déchets parce qu'on l'a bien compris, l'extraction c'est la phase où il y a le plus d'impact. Plus on va recycler, plus finalement on va éviter d'extraire de nouveaux équipements. Donc d'où l'intérêt dans un premier temps d'éviter une pollution, de mauvaise gestion de déchets, mais en plus par la préservation des ressources, on a un vrai effet sur ces impacts du numérique. Donc les deux grandes pratiques concernent l'allongement de la durée de vie et enfin de bien gérer ses déchets. Si on fait déjà ces deux gestes-là, on a vraiment une politique responsable de ces usages numériques. Alors pour vous aider, et j'ai bientôt fini, je vais vous présenter, comme je vous avais promis, trois grands services de l'éco-organisme écologique. Donc on a un site qui s'appelle e-déchets.com, qui est une plateforme guichet unique en ligne, qui vous permet de faire des demandes d'enlèvement. Les enlèvements sont gratuits dans les conditions qui sont écrites à l'écran. C'est minimum 250 kg sur palette, à quai et à moins de 50 mètres de la zone de chargement. Il y a tout un tas d'autres services qui sont proposés qui si ça ne rentre pas dans les conditions standards, des relevés de numéro de série, de l'effacement de données, de l'extraction de fluide, etc. Donc pour tout type d'équipement, il y a tout un tas de services et tous ces services vous sont proposés sur la plateforme en ligne. Donc finalement, les avantages, c'est d'avoir cette plateforme en ligne, de passer simplement vos demandes, de bénéficier du fameux transfert de responsabilité dont je vous ai parlé dès la collecte sur votre site. C'est la fin de la responsabilité. On a une solution qui est multi-opérateur. En tant qu'organisme, on va excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne, je suis désolé, ça me perturbe. Je peux te relayer si tu veux, Romuald. Hop, c'est fini. Donc, on va, quand on est agréé, on va passer des consultations pour mailler l'ensemble du territoire, département par département, en fonction du type d'équipement et des niveaux de service qui sont attendus par les clients. Donc tout simplement, on sait en amont que, je dis n'importe quoi, hein, les écrans de l'Est, ça va être tel opérateur, les PC du Sud-Ouest, ça va être tel opérateur, etc. Tout est maillé. Donc on propose un service multi-opérateur et ce qui vous permet, quel que soit votre lieu géographique, d'avoir un schéma opérationnel efficient. Parce nous, on n'a ni usine ni camion, donc on est tenu par aucune infrastructure. Et notre pertinence, c'est de mailler le territoire de façon la plus efficiente. Donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, notamment sur la phase de logistique, d'enlèvement, de collecte, de massification, le fait d'avoir une solution multi-opérateur vous permet de bénéficier de la meilleure solution. Ensuite, la plateforme, elle fonctionne comme une GED, une gestion électronique documentaire. Vous retrouvez tous les documents qui sont, même s'ils sont en notre nom, comme je vous l'ai expliqué, vous les retrouvez en face de chacune de vos demandes d'enlèvement. Et puis, vous avez des outils de statistiques, vous voyez les petits schémas sur la droite, qui vous permettent de piloter votre politique et puis de venir abonder vos différents rapports RSE ou extra-financiers divers et variés. Petit focus sur un deuxième dispositif qui est le dispositif WeTree. Le WeTree, c'est un mobilier de collecte qui vous permet de lancer une bonne gestion de tri de ces déchets électriques au sein du bureau. Alors, c'est installé dans les entreprises et les organisations, soit à l'initiative de l'organisation elle-même, soit à l'initiative des collaborateurs. L'idée, c'est de permettre aux collaborateurs d'apporter aussi leurs petits appareils de la maison. Et donc, par cette dynamique de proposer ce service, de rendre service à ses collaborateurs, on implique le bon geste de tri aussi des déchets du bureau. C'est l'occasion de rendre dynamique cette collecte. Il y a le mobilier lui-même qui porte tout un tas de messages, mais le service WeTree, on vous accompagne tout au long, avant, pendant l'installation,
pendant la durée pour mobiliser. Et enfin, bien entendu, quand il faut enlever les équipements qui ont été collectés à travers ce mobilier, et aussi pour reporter, parce que c'est le genre de dispositif où il faut reporter auprès des collaborateurs qui ont fait ce beau geste. Donc, on a tout un tas d'outils de communication pour vous accompagner avant, pendant, après, et permettre aux collaborateurs d'avoir un point de repère au sein de l'organisation. Alors, On a développé ce dispositif parce qu'on s'est rendu compte que le lieu de travail, c'était quand même un lieu de proximité tout à fait adéquat pour permettre de faciliter ce geste de tri. Vas-y, Karine. Mais il me reste qu'une minute. te couper, Romuald. Sur la partie WeTree, on a un package de communication qui est personnalisable. Certaines universités ont des WeTree, mais néanmoins, c'est un service qui est vraiment pertinent et demandé par vos usagers, que sont les étudiants, qui vivent dans des petites pièces, dans des petites chambres, et ils peuvent avoir du matériel HS, et c'est vraiment leur offrir un service de proximité pertinent qui répond à leurs besoins et à leurs engagements, car les étudiants sont très engagés, vous le savez mieux que nous, en faveur d'un avenir durable. Merci, Karine. Alors, je reprends la main. Merci, Karine, pour cette petite précision. Alors, j'arrive à la fin. De toute façon, on va pouvoir échanger sur les questions. Le sujet des déchets électriques et électroniques, au-delà de cette dimension, parce qu'aujourd'hui, on est sur un focus sur les usages numériques, le déchet électrique, tout équipement confondu, répond à 11 des 17 objectifs de développement durable. Donc, au final, c'est pas un petit geste de bien gérer, c'est vraiment une action à impact important et qui est vraiment dans l'axe des objectifs prioritaires. Et enfin, comme je l'avais promis, je voulais aussi restituer un projet qu'on a fait donc avec Monsieur Bonin qui est présent dans la salle. Donc je l'invite à intervenir s'il souhaite apporter son retour d'expérience. On a grâce à l'Université de Nantes, créé un dispositif dédié au campus. Ce dispositif, il consiste il se fait en 3 étapes. On a une première étape, on va dire que c'est l'assainissement. C'est-à-dire qu'on va dire, bon, allez, on vide tout ce qu'il y a à gauche, à droite. Cette phase, elle permet d'identifier des équipements, identifier les interlocuteurs sur le site. On s'est rendu compte que il y a des gens qui traitent des déchets électriques. On ne sait pas forcément. Chacun peut le faire de son côté. Voilà, si je gère les équipements de la cuisine, c'est pas moi qui gère l'IT, etc. Donc c'est très intéressant cette phase parce qu'elle permet d'identifier tous les interlocuteurs et puis d'ajuster la solution logistique. Si je suis multisite, si j'ai plusieurs métiers au sein de mon campus, etc. Ensuite, l'idée c'est de créer ce geste de tri, et pour créer ce geste de tri, on a besoin d'un point visible. On a besoin d'un repère, et c'est ce repère qui fait que je vais penser à faire le bon geste de tri, que je ne vais pas jeter mon déchet au mauvais endroit. Et enfin, une fois qu'on a mis le repère, il faut s'y animer, il faut expliquer pourquoi il faut faire ce geste, qu'est-ce qui se passe avec les équipements qu'on va mettre dans ce repère. Et donc, grâce à l'ingéniosité de Monsieur Bonin, je le dis parce que c'est vraiment vrai, c'est lui qui a inventé ce dispositif, on a créé cette photo là, c'est ce conteneur qui est une vraie innovation parce que c'est un conteneur à trappe. Il permet à la fois aux étudiants du campus de venir 24 heures sur 24 déposer leurs petits appareils dans des trappes. Et ce conteneur, il s'ouvre aussi par les services techniques du campus. Donc, sur demande, ils vont ouvrir la grande porte et on va pouvoir mettre des équipements bien plus importants. Dès que le conteneur est plein, on peut le faire. Et donc, on a mis en place ce dispositif parce qu'il n'y avait pas forcément d'espace pour stocker sur le site de l'Université de Nantes. Et on n'avait pas la possibilité de créer ce repère à l'intérieur. Et donc, la bonne idée a été de créer ce repère à l'extérieur.
et avec toute la bonne énergie des équipes sur place et je dirais la bienveillance de notre sujet au niveau général, vous voyez que ce conteneur, il est disposé en plein centre de l'université, il n'échappe à personne et c'est pour ça que ce conteneur, il est propre, il est beau, il a une signalétique. Voilà, l'idée c'est d'avoir un bel objet qui donne envie à tout le monde. Peut-être Monsieur Bonin voulait rajouter quelque chose? Tout a été dit. En tout cas, un grand merci pour avoir transformé une idée en concrétisation. Et aujourd'hui, on a 1 an et demi de recul sur le fonctionnement de cet équipement qui est effectivement situé au cœur de la croisée des cheminements sur un de nos plus grands campus. Donc, ce sont l'ensemble des personnels qui passent à côté, ce sont l'ensemble de nos étudiants. Il est au cœur d'un campus, donc on peut aussi acheminer tous nos... Alors on parle bien de D3E en ce qui nous concerne. Pour vous donner un petit ordre d'idée, on a commencé à s'interroger en 2008 sur les besoins d'évacuation de nos matériels en fin de vie. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un équipement, un ordinateur qui quitte Nantes Université sous le format de D3E, il a plus de 9 ans. Donc on a travaillé sur l'allongement du cycle de vie. Mais il nous manquait quelque chose parce qu'on avait des soucis de stockage, pas assez de locaux. Souvent, ça restait stocké pendant de nombreux mois et donc dispersé. Et là, on a réussi à venir encore plus loin, consolider et ouvrir à la collecte en complément de nos dossiers professionnels, de ceux des étudiants et des personnels qui étaient en attente. Et on garde toutefois une traçabilité pour satisfaire à l'ensemble des enjeux de l'établissement quant au positionnement des équipements. Donc aujourd'hui, on en est à 350 tonnes évacuées depuis 2008, plus de 60 000 équipements traités, pour lequel on a une orientation qui s'est faite uniquement vers vers les filières agréées, puisqu'elles ont évolué au fil du temps. Donc on a tous nos BSD depuis de nombreuses années et vous pouvez bénéficier aujourd'hui, c'est ce qui est important, au-delà de ce qui a été partagé aujourd'hui, c'est que vous avez au niveau de l'ESR un ensemble de dispositifs qui sont en place à votre bénéfice. On commence par les entrants au niveau de Matinfo, où entre Matinfo 3 et Matinfo actuelle, on est passé d'une durée de vie accompagnée de garantie des matériels qui étaient en dessous des 3 ans. Maintenant, c'est 5 ans, voire la possibilité d'étendre la garantie des matériels à 7 ans. Donc, c'est vous pouvez agir dès l'entrant. Vous pouvez agir en sortie à travers les propositions d'écologie. Il y a aussi des offres intégrées dans Matinfo auxquelles vous pouvez accéder. Donc là, vous commencez à pouvoir consommer sur étagère des dispositifs qui vont vous permettre de satisfaire à l'ensemble de ces enjeux de numérique responsable, en se disant surtout, et s'il y a une chose à retenir, c'est que on est non pas assis sur des mines d'or, mais si on veut que les process de remanufacture, de recyclage existent, il faut aussi amener des matériaux, du matériel, pour que ils puissent s'enclencher. Et donc, on est les principaux contributeurs dans nos établissements, vu la taille de nos établissements et la quantité de matériel numérique sur laquelle on interagit, pour être aussi acteurs en conscience autour de ce numérique responsable. Voilà, je m'arrête là. Je- Merci en je- tout cas pour cet accompagnement. Merci Christophe. J'avais une question tout de suite là. C'est en 30 secondes. Comment avez-vous fait la com auprès des étudiants et des personnels sur Nantes Université? Comment vous avez signalé que votre borne, enfin le container était sur la fac des sciences dans le campus? En 30 secondes, hein, parce que ça va être. Alors, on a la chance d'avoir une mission de transition écologique en place, donc qui est rattachée directement à la direction générale des services. Donc, tous les aspects communication, on a cette équipe qui est en charge de communiquer tout azimut sur l'ensemble des enjeux de numérique responsable, mais au-delà, hein, sur la responsabilité sociétale également dans tous les processus qu'on va décliner et notre positionnement aussi en termes d'institution vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de nos personnels. Donc c'est la MTE chez nous qui assure la communication en appui du service communication avec en amont une présentation à l'ensemble des instances de l'établissement de ce qui va être enclenché. Merci Christophe. Je voyais d'autres questions. Questions simples. Est-ce qu'on aura le PowerPoint disponible? Bon, nous le Bien CUM, sûr.
Ok, bon, Mhm. on passera par nos adhérents du CUM et on pourra le transmettre. Après la deuxième, parce que sinon ça va Bien spoiler. sûr. Je reprends, j'essaie de remonter un peu les questions. Je crois qu'il y en a une qui n'a pas été. Alors n'hésitez pas à intervenir ou à lever la main. Je crois que j'en ai une qui n'est pas passée. Voilà, c'est ça. Pour allonger la durée de vie des équipements, nous faisons réparer des équipements hors garantie. Est-ce que vous avez quantifié l'impact de la commande et livraison de batteries ou le déplacement d'un technicien pour un remplacement d'écran cassé, par exemple? On me fait régulièrement la remarque. Ça, c'est Monsieur Girardier qui dit ça, mais effectivement, moi, j'ai également le cas dans mon établissement. Faire venir quelqu'un de Paris pour brancher un câble, des fois, on est un peu critiqué. Je ne sais pas s'il y a une réponse d'ailleurs à ça. Alors non, alors je sais pas si il y a eu des analyses de cycle de vie sur les usages de réparation. Nous, ça vient juste de venir dans notre spectre, dans notre cahier des charges, de mettre en place un fonds réparation pour en effet favoriser cet acte de réparation. Maintenant, moi, enfin, j'ai aucune statistique sur le sujet, mais peut-être qu'il y a de la documentation sur ce sujet, évidemment. Mais c'est intéressant cette question parce que en fait, ce qui est vraiment important là-dedans, c'est qu'il faut pas avoir de dogme. Faut pas se dire ah bah oui, mais on répare pas parce que en fait tout est une question de mesure et de balance. Dans un cas, ça va être utile, dans un autre cas, ça va pas être utile. Donc c'est une bonne question à se poser. Il faut mesurer et en effet, bah peut-être faire le choix. Dans un contexte précis, de ne pas réparer parce que les impacts d'une réparation auraient tel effet. Mais c'est une excellente question parce que ça évite de sortir des dogmes pendant des années, j'entendais parler du réemploi. Réemploi, c'était la panacée. On oubliait que le réemploi, c'est comme la chasse, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et donc, voilà, il faut se poser des questions, il faut être bien curieux, il faut mesurer, et ensuite, en toute éthique, prendre la bonne décision qui s'impose. Moi, je Alors, compléterais juste sur l'usage de la commande publique, parce que moi, je fais quand même pas mal de marchés et commandes publiques. On a intégré, par exemple, à Angers, un certain nombre de points qu'on qualifie transition numérique, hein, c'est très très large, dans lequel on demande les process de l'entreprise. Mm. Et donc, si on voit qu'un technicien se déplace, hein, je prends toujours le cas extrême de Paris, pour déposer un câble RG45 dans les bureaux de d'Angers, ça, c'est moins 5 points. Voilà. Et on met 10 points globalement, hein, sur 100. Donc 10 points, ça peut faire pencher la balance sur un marché. Voilà, j'étais juste un petit complément. J'ai une autre ouais, question de Monsieur Garcia. Thierry, Oui, une pardon. petite. Vas-y. Ce qu'il faut également, c'est prendre conscience qu'on a besoin d'une caisse à outils qui est diversifiée. Donc, vous avez les entrants, vous avez les sortants sous la forme de D3E, vous avez peut-être des matériels qui ont encore une valeur dont le cycle de vie peut être allongé. Donc, il faut aussi avoir un processus qui va permettre d'orienter vers des brokers vos équipements. Et il faut que vous intégriez aussi dans cette caisse à outils. Souvent, ça se fait plutôt avec des acteurs de proximité. Mettre en place un marché avec un prestataire pour justement assurer la maintenance, la réparation de vos équipements. Donc là, c'est ce que tu disais à l'instant, Thierry, sur les enjeux de la commande publique, se doter de tout cet outillage et surtout de process euh, qui soient opérationnels pour rapidement les attraper de façon fluide pour n'importe quel utilisateur. Alors, je me permettrai juste de rajouter et de compléter ce que vous dites, Monsieur Bonin, et enchanté de vous retrouver là. Du coup, moi, dans la commande publique que vous passez, ce que je souhaiterais, c'est que vous ajoutiez juste un mot, que, in fine, ce qui part en D3E parte dans la filière agréée. Ça sous-entend l'usage d'un éco-organisme. Et ça, c'est vous qui avez le pouvoir de faire en sorte qu'in fine, ça vienne dans les filières de l'éco-organisme, même si, à la base, vous allez passer avec un acteur de votre territoire qui sera conforme à la réglementation, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment qu'in fine, il utilise l'éco-organisme pour que vous ayez une traçabilité et l'assurance que ce sera traité de manière conforme et en France et que ça ne parte pas dans des pays lointains pour être traité sous prétexte. Voilà, il faut vraiment border par juste cette petite phrase qu'in fine, ça parte dans la filière agréée, ça sous-entend l'éco-organisme et demandez-lui, n'hésitez pas, l'attestation qui prouvera qu'il est en contact et en contrat surtout avec un éco-organisme.
Alors, il doit être soit en contrat avec un éco-organisme, soit prouver que les déchets que l'opérateur à qui il confie les déchets est lui-même en contrat avec un éco-organisme. Voilà. Et ça, il y a la législation Il y a la législation qui vous dans le borde. PowerPoint, c'est une obligation. Donc, Je pense que ça pourra faire l'objet d'un. Je pense que ça donne une idée de faire un webinaire sur la commande publique et les bons textes à mettre au bon endroit, les bons éléments. J'ai une autre question de Monsieur Garcia, c'est quels sont les textes qui régissent la cession de matériel dans la fonction publique? Ah, bah alors ça, il y avait une doc d'Eco-Info qui était super. Hein, Christophe, je pense que bah, j'ai un lien, mais il y a un gros travail qui a été fait par le groupe Eco-Info là-dessus, avec toutes justement les particularités de l'organisation publique. Donc voilà, il y a un doc qui existe et dont les éléments ont été intégrés. Alors j'espère que je ne spoil pas, mais vous savez qu'il y a le guide des bonnes pratiques numériques qui va être publié là par la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, et sont intégrés dans la fin d'usage cette dimension-là avec les contraintes. Alors, je suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y avait une question de valeur, il y a les domaines, tout ça. Donc tout ça, il y a un gros travail du groupe Eco-Info et je vous renvoie vers ce travail et le guide qui va bientôt être publié là. Super, bon, il est Un déjà élément à midi avoir en 5. tête, Ouais. c'est Vas-y, on te laisse tout conclure. équipement qui a plus de 5 ans sur lequel il n'y a plus de valeur vénale, il appartient à l'établissement qui en est le détenteur de s'assurer de son suivi, quelle que soit la filière dans laquelle vous l'ayez orienté. Donc ça présuppose à travers cette responsabilité que vous ayez mis en place avec vos directions achats, avec vos services financiers qui suivent les biens, l'ensemble des process pour justifier de ce que vous allez en faire. Merci à tous. Je crois que Claude-Isa, je ne sais pas si tu voulais intervenir pour conclure. Il est déjà midi 4, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, bah merci. Pour les PowerPoint, donc on les mettra à disposition de nos adhérents après le deuxième webinaire. Et donc, pour ceux qui autour de vous n'auraient pas pu suivre ce webinaire-là, donc rendez-vous le 3 février, même heure, 11 h. Et puis, il y aura l'enregistrement qui lui aussi sera diffusé à nos adhérents. C'est même le lien également. Encore un grand merci pour cette fenêtre d'expression et puis ce partage, cet échange. Merci à vous et puis rendez-vous le 3 février pour ceux qui seront là. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.